Réconciliation nationale, sécurité, relance de l'économie burkinabé. Les grands défis de la nation discutés ce matin entre le nouveau chef de file de l'opposition politique et le président du Faso, la quintessence des échanges à suivre dans ce journal. Suspension du traitement des dossiers de promotion immobilière. Les entreprises du domaine sortent du bois. Elles ne se sentent nullement suspendues. Mieux, elles rassurent, les activités de promotion immobilière se poursuivent bel et bien sur le terrain. Il s'appelle Patrice Motsepe, le nouveau patron du football africain a été élu ce vendredi. Le richissime homme d'affaires sud-africain a été élu par acclamation après le désistement de ses concurrents ouest-africains qui se contentent des postes de vice-président. Voilà pour le sommaire. Bonsoir, mesdames et messieurs. Edi Komboyogo au palais présidentiel ce vendredi. Le nouveau chef de file de l'opposition politique est allé parler de grands sujets d'intérêt national, de la nécessité d'apurer la dette intérieure en passant par la lutte contre le terrorisme et la réconciliation nationale. Aucune question n'a été occultée. Hervé Dapa. Il y a un peu plus d'une décennie, on aurait dit une rencontre de la majorité présidentielle du temps où les deux hommes étaient au CDP encore au pouvoir. Depuis, il y a eu des démissions, une insurrection et des élections. Aujourd'hui, l'un est chef de l'État, l'autre chef de file de l'opposition politique. Et c'est dans ces habits que Roch Marc Christian Kaboré et Edi Komboyogo ont évoqué les grandes questions de la vie de l'État, au premier rang, la réconciliation nationale. Et nous avons pris le soin de rappeler au président du Faso qu'on l'a entendu très rarement après les élections sur la réconciliation et qu'il était bon qu'il s'exprime davantage pour que les populations sachent sa bonne foi et sa volonté d'aller à une réconciliation, une cohésion nationale. Sur ces aspects, il nous a rassurés qu'il le fera et que c'était bon que dans les jours ou les mois à venir, il y ait des actes forts qui montrent que les Burkinabés vont sur ce chemin de la réconciliation. Réconciliation, mais aussi sécurité. La lutte contre le terrorisme a été l'autre grand sujet au centre des discussions entre les deux hommes, notamment le choix de négocier ou pas avec les terroristes. Sur cette vision, il nous a expliqué un peu sa manière de voir. S'il y a des Burkinabés qui souhaitent donner des informations au réseau de renseignement pour pouvoir avancer dans une solution plus apaisée, eh bien, il la prendra. Mais il serait bon que le chef d'État décline sa politique assez clairement sur l'option qui est d'aller frontalement ou d'associer la négociation. Au cours de cette audience, il a été également question de relance économique. Pour le chef de file de l'opposition politique, il faut impérativement procéder à l'apurement de la dette intérieure afin de sauver les entreprises en grande souffrance. Tout comme le chef de file de l'opposition politique, les cimentiers du Burkina sont allés parler des défis de leur secteur. Leur association dirigée par Hippolyte Guinguéré a exposé au chef de l'État les contraintes liées à la production de ciment. Au menu des échanges, les réalités du moment, mais aussi des perspectives. Et en la matière, elles sont plutôt prometteuses. Une nouvelle cimenterie est en construction, ce qui va porter à 7 le nombre de cimenteries au Burkina Faso. Plus de précisions avec Alexis Belemnaba. À sa sortie d'audience avec le président du Faso, le président de l'association des cimentiers du Burkina, Hippolyte Guinguéré, a exprimé la satisfaction des cimentiers d'avoir rencontré le chef de l'État pour lui faire d'une part le point de l'industrie du ciment au Burkina Faso et d'autre part lui exposer leurs difficultés. Des difficultés liées à l'importation de la matière première et à la surproduction. C'est sur le plan de la surproduction et d'autres difficultés que nous rencontrons, que ce soit sous-régional ou local, que nous sommes venus faire le point à son Excellence, Monsieur le Président du Faso, qui nous a vraiment bien écoutés et en tout cas, il nous a promis de bien regarder parce que nous sommes l'industrie lourde. Nous avions posé les difficultés liées à l'importation et je pense qu'en tout cas, avec l'aide du ministère de l'Industrie et du Commerce présent, en tout cas, nous allons avoir une solution pour le développement industriel de notre secteur.
Au Burkina Faso, il existe 6 cimenteries dont la production annuelle est de 6 700 000 tonnes de ciment. Pourtant, la demande du pays est de 3 millions. C'est à en croire que le secteur de la cimenterie est un important pourvoyeur d'emplois. Plus de 15 000 personnes y travaillent. D'ailleurs, une 7e cimenterie est en cours d'installation. L'autre problème majeur évoqué, c'est le coût du ciment malgré cette surproduction. Nous avions eu une baisse du prix du ciment de 30% depuis 2014. Mais depuis l'arrivée du ministre de l'Industrie et du Commerce, il nous a fait baisser le prix. Vous pouvez voir que le ciment le plus vendu au Burkina Faso, qu'on appelle le CPJ 45, se vend à 100 000 francs ou moins de 100 000. Vous savez que nous sommes un pays enclavé. Nos bennes la font 1000 km vides pour aller dans les ports et 1000 km pour charger la matière première. C'est ce transport qui est évalué à 30 000 à 35 000 qui fait qu'aujourd'hui, nous sommes sur la barre de 100 000. Donc vous ne pouvez pas nous dire que nous n'avons pas fait un grand effort. À la filière carrière et matériaux, le ministre en charge de l'industrie indique aussi être un secteur porteur. Son ministère y travaille pour accélérer son industrialisation, foi d'Aruna Kabori. Eux aussi sont mobilisés pour leur cause. Les promoteurs immobiliers brisent le silence à propos des nouvelles mesures prises par le nouveau ministre de l'Habitat et de la Ville. Maître Benouende Sankara, vous le savez, a procédé à la suspension du traitement des dossiers de promotion immobilière. Il n'en fallait pas plus pour que cette note fasse l'objet de tous les débats. Ce vendredi, ce sont les représentants de près de 280 sociétés immobilières qui ont donné leur appréciation sur cette décision. On en sait plus avec Luc Pac-Belgem. Suspension du traitement des dossiers de promotion immobilière et non-suspension des activités des promoteurs immobiliers. C'est la compréhension que se fait la coalition des associations de promotion immobilière de la circulaire du ministère de l'Urbanisme, de l'Habitat et de la Ville. Cette circulaire, datée du 9 février, a alimenté les débats, chacun y allant de son interprétation. Nous avons justement tenu cette conférence de presse pour éclairer l'opinion publique et nationale que la lettre circulaire du ministre n'arrête pas nos activités, mais plutôt une suspension temporaire du traitement des dossiers au sein du ministère, à travers les services techniques du ministère. Donc c'est juste pour informer l'opinion nationale que nous, les promoteurs et nos partenaires, que nous continuons de travailler. Et que notre circulaire en question fait cas d'une suspension temporaire. Chose que nous-mêmes, promoteurs, nous avons demandé à un moment donné qu'il y ait un inventaire sur les différents dossiers non traités au sein du ministère. Donc, si aujourd'hui le ministre pense qu'il y a lieu d'arrêter pour faire cet inventaire et mieux relancer la procédure du traitement de nos dossiers, c'est une chose que nous pouvons saluer. Les conférenciers du jour disent parler au nom des 278 promoteurs agréés du Burkina, réunis au sein de l'Association des promoteurs immobiliers, le syndicat des promoteurs immobiliers et l'Union nationale des promoteurs immobiliers. Pour eux, le non-traitement des dossiers par l'administration dans les délais requis entrave le processus, occasionnant des manquements et irrégularités dans l'exercice de l'activité de promotion immobilière. La note du ministère en charge de l'urbanisme serait dans ce sens. D'autres disent que c'est une bombe à retardement. Et nous, les premiers acteurs du foncier, c'est pour cela que nous nous retrouvons de temps en temps pour voir à notre niveau qu'est-ce qu'il y a lieu de faire pour que, comme vous le savez, cette bombe que tout le monde a peur, il faut que nous travaillions à la désamorcer. Nous, on ne comprend pas pourquoi chaque jour les gens parlent des promoteurs immobiliers. Alors que nous connaissons des gens qui ne sont pas des promoteurs immobiliers qui ont 10, 15, 20 hectares. La promotion immobilière seulement, ce n'est pas les terres. Moi, je peux avoir un terrain, par exemple, je viens, je prends la passage, je fais un show. 3 immeubles, 4 immeubles. Ça, c'est la promotion immobilière. Ce n'est pas seulement aller vendre des terrains. Voilà, mais les gens aujourd'hui passent leur temps avec les trucs inter-radio là, que les promoteurs immobiliers, on ne parle que de nous. C'est comme si aujourd'hui, il n'y a plus rien autre chose que la promotion immobilière au Burkina Faso. Et le ministère de l'Habitat n'a pas été créé, comme je l'ai si bien dit, pour parler seulement de promotion immobilière. Ils ont d'autres activités.
Les sociétés de promotion immobilière ont l'impression d'être le souffre-douleur des populations qui peinent à se trouver un toit mais disent exercer légalement leur activité. De ce fait, elles suivent de près les réformes annoncées par leur ministère de tutelle, à savoir la révision du Code de l'urbanisme et de la construction, du décret portant conditions d'octroi d'agrément pour l'exercice de l'activité de promotion immobilière et ou foncière et de l'arrêté portant validation des projets immobiliers. Dans l'actualité de ce 12 mars, les nouvelles du Fonds minier de développement local. Cette assiette financière repartie aux communes minières, notamment à Gorom-Gorom, le conseil municipal a reçu près de 2 milliards de francs CFA les 2 dernières années. Que deviennent ces fonds? Qu'est-ce qui a été réalisé sur le terrain? Élément de réponse avec Abdou Azizari. De 2019 à 2020, la commune de Gorom-Gorom dans la région du Sahel a reçu près de 2 milliards de francs CFA au titre du Fonds minier de développement local. Cette manne financière aurait servi à réaliser des infrastructures socio-économiques pour les populations. Il s'agit au cours de cette rencontre qui regroupe les représentants de la commune, de la société civile et de Ayamgol et Sakan de faire le point de toutes ces réalisations. Alors, la commune a investi dans un certain nombre d'infrastructures entrant dans le cadre du développement de la collectivité. À ce titre, nous pouvons citer les salles d'hospitalisation que la commune a réalisées. Il y a des forages qui ont été réhabilités et réalisés, mais aussi actuellement une étude en cours pour la réalisation d'un barrage au profit de la commune. Alors, il y a beaucoup d'autres infrastructures qui sont en cours actuellement de réalisation et bientôt nous aurons en tout cas un bilan exhaustif de cette situation-là. Pour la mine, qui a mis dans le panier commun entre 2017 et 2020 près de 9 milliards de francs CFA, les réalisations sont satisfaisantes. Plusieurs communes, dont Gorom-Gorom, Markoy, Falangoutou et Dori, bénéficient des retombées de la mine. Ayamgol et Sakan souhaitent inscrire ces projets dans une perspective de préparation de l'après-mine en réalisant des investissements structurants, notamment dans le domaine de l'eau, de l'éducation, de la formation, du développement de l'économie locale, qui vont renforcer la résilience et permettre un développement après la fermeture de la mine. C'est avec beaucoup de satisfaction que nous sommes présents aujourd'hui pour la tenue de ce comité. Et nous sommes très contents de jouer pleinement notre rôle pour accompagner le développement économique et social de la commune de Gorom-Gorom, mais également de la région du Sahel et du Burkina Faso tout entier. Comme vous le savez, la contribution que nous donnons au titre du Fonds minier de développement local sert les communes riveraines de la mine, mais également sont reversées à l'ensemble des communes et des régions du Burkina Faso, afin que les mines jouent pleinement leur rôle dans le développement du Burkina Faso. Afin d'atteindre l'objectif qui est d'œuvrer au bien-être des populations avec les ressources minières, les participants vont entre autres passer en revue le fonctionnement du Fonds minier de développement local, le mécanisme de suivi, de communication et de redevabilité sur le Fonds minier de développement local et définir un calendrier de travail pour l'année 2021. S'il y a une structure dans ce pays qui a mené plusieurs réflexions sur le Fonds minier de développement local, c'est bien l'Institut Free Africa. La structure du Dr Assablagassi Douedraogo, justement, se déploie désormais à l'ouest après un fonctionnement réussi à Ouagadougou. L'Institut Free Africa inaugure son siège à Bobo-Dioulasso à travers une conférence publique avec pour thème « Lutte pour l'émancipation féminine ». Sankara, le père de la femme burkinabé, reportage Kader Kondé, Soto Justin Dabiri. L'Institut Free Africa a désormais un siège à Bobo-Dioulasso. Dénommé Espace Daniel Ouezen Koulibaly, en hommage à ce grand homme qui a marqué l'histoire politique de la Haute-Volta, devenu Burkina Faso, l'Institut Free Afrique veut, à travers ce siège, offrir à l'ensemble de ses acteurs des activités stratégiques du développement et avoir une relation de proximité avec ces cibles que sont les jeunes. On a toujours été du reste à l'intérieur du pays, on fait des conférences toujours à l'intérieur du pays, mais on veut avoir des sièges au niveau des villes secondaires, au niveau des villes moyennes du pays, pour être en capacité de tenir de manière plus serrée ce rapport avec la jeunesse, qui est une cible prioritaire de notre action. Et donc pour commencer cela, après Ouagadougou, bien naturellement, qui viennent s'instruire, qui viennent prendre la connectivité pour apprendre des choses, qu'ils viennent se former à l'Université de la jeunesse qui commence ici à Bobo-Dioulasso le 25 mars, qu'ils viennent rencontrer d'autres personnes, des personnalités qu'on va faire venir, de Bobo même, parce qu'il y a de belles personnalités ici
Il y a de belles ressources humaines ici, à tous les niveaux. C'est pas un panel sous le thème Lutte pour l'émancipation féminine, Sankara, le père de la femme burkinabé, que le siège de l'Institut Free Africa Bobo Dioulasso a été inauguré. Il est le père d'une nouvelle politique en faveur de la libération, de l'émancipation de la femme. Et il a bien dit aux femmes qu'il revenait aux femmes elles-mêmes de se battre pour arracher leurs droits et pour arracher leur indépendance, leur liberté. Donc en fait, ce n'est pas pour... il n'a pas voulu être paternel, voilà. Mais de faciliter, de favoriser l'appropriation par la femme elle-même de ses propres libertés d'expression, de pensée, d'action, d'association, d'organisation. C'était nous stimuler et nous accompagner. On a choisi de faire un plateau de témoignages de femmes de premier plan qui ont joué un rôle majeur dans l'histoire de notre pays, en particulier dans le moment palpitant qu'a été la révolution sous Sankara, qui ont joué un rôle de premier plan en étant ministres, hauts commissaires et en continuant d'être des militants de cette cause-là, qui sont venus, comme vous l'avez vu, en 3h30, entretenir plus de 300 jeunes sur cette question majeure, donner leur témoignage, indiquer leur espérance, leurs espoirs, que les jeunes prennent la relève et continuent d'insister, continuent de se battre, les garçons comme les filles, pour la liberté, pour la question de l'équité et de l'égalité genre, l'égalité des droits dans le pays. L'espace Daniel Wezen Coulibaly, lieu de rencontre pour les jeunes, est composé pour le moment d'une salle de formation pour les sessions de l'Université de la jeunesse et d'un espace pour les conférences publiques. L'IST, l'Institut supérieur de technologie, lui présente le savoir-faire technique de ses étudiants. Durant 10 jours, en marge de la quinzaine de l'innovation, la question de l'entrepreneuriat en lien avec ses savoir-faire n'a pas été oubliée. Benjamin Kwame. C'est la deuxième édition de la quinzaine de l'innovation de l'IST, l'Institut supérieur de technologie. Une halte de l'établissement pour permettre aux étudiants de libérer leur génie créateur afin de les préparer à une ouverture d'esprit sur l'entrepreneuriat. Urbain Caboret et ses camarades ont mis en place une couveuse d'œufs, de poules, de cailles, bref, de tout ce qui est volaille. Par exemple, pour la poule, on a 21 jours d'incubation. Donc celle-là, elle a une capacité de 60 œufs. Donc après 21 jours, si vous chargez cette couveuse de 62, après les 21 jours, vous êtes sûr à 99 ou 100% d'avoir des poussins. Celle-là, c'est une autonome. C'est une autonome. Elle n'a pas besoin de l'intervention humaine. Le matin à 6 h, elle retourne les œufs. Le soir à 18 h, elle retourne les œufs. Ils ont pris 10 jours pour concevoir cette machine financée sous fonds de cotisation individuelle et soutenue plus tard par leur école. Comme eux, plusieurs autres étudiants ont mis en place des projets innovateurs intervenant dans plusieurs secteurs d'activité. Chacun a pu, soit dans le domaine de l'informatique, soit dans le domaine de l'agro-silvopastoralisme, de la technologie, imaginer un projet et il a voulu mettre ça jusqu'au bout. Alors vous avez beaucoup d'innovations. Il y en a qui ont fait aussi un incubateur, c'est-à-dire une couveuse en fait, de néonatologie, c'est-à-dire pour les bébés. Il y en a qui ont fait une machine pour démonter des pneus. Il y en a qui ont fait des crèmes pour chasser les moustiques. Une quinzaine de co-créations et d'entrepreneuriat pour ces étudiants qui devaient concevoir des produits pouvant répondre aux besoins de la communauté à l'heure où les défis de développement du Burkina sont plus qu'importants. Il s'agissait de traduire une vision qui a été déterminée sur comment, à travers les besoins de la communauté, on peut encadrer les jeunes pour qu'ils s'engagent à présenter des produits, à présenter des situations réelles sur lesquelles nos populations auront droit en termes de besoins. C'est-à-dire les accompagner, les former, les coacher pour répondre aux défis de développement de notre continent. Parrainant cette deuxième édition, le Larli Naba Tigré encourage ses étudiants en fin de formation pour certains à cultiver l'esprit entrepreneurial, seul canal pouvant leur permettre de vivre dans l'opulence s'ils le souhaitent. Nous pensons que c'est une voie royale pour lutter contre le chômage et pour impulser un développement intégré. Il faudrait que résolument la jeunesse africaine et particulièrement burkinabé apprennent qu'il n'y a que 200 000 emplois pour 20 millions d'habitants. Donc, quel qu'en soit le temps que vous allez vous donner pour avoir la chance d'aller à la fonction publique,
elle est très maigre et quasi inexistante. Donc il faut aller à l'entrepreneuriat. Et c'est dans l'entrepreneuriat que vous pouvez devenir riche. En dehors des résultats des travaux présentés ce jeudi, les étudiants ont eu à échanger avec des hommes d'affaires, des autorités du pays, toujours avec l'idée d'entreprendre au thème de leur cursus universitaire. Le karité, cet arbre d'Afrique tropicale dont on tire une matière grasse encore appelée beurre de karité, est aujourd'hui menacé par le changement climatique. Et pourtant, vous le savez, le karité est l'une des principales sources de revenus des femmes rurales au Burkina Faso. L'Agence nationale de météorologie du Burkina et Ouranos, un consortium canadien, veulent trouver une alternative aux effets pervers des caprices du climat. Leur trouvaille, réaliser ce qu'ils appellent des scénarios climatiques qui pourront générer des informations météorologiques pour la gestion durable de cette espèce. On voit donc les précisions avec Abdou Aziz Sari. Au Burkina Faso, le karité fait vivre environ 1,5 million de personnes. Il constitue la principale source de revenus des femmes des zones rurales. Mais l'espèce est aujourd'hui exposée aux effets néfastes du changement climatique qui menace sa survie. Pour pallier cette situation, l'Agence nationale de météorologie du Burkina, en collaboration avec le consortium canadien Ouranos, ont produit des scénarios climatiques afin de générer des informations utiles pour la surveillance et la gestion durable des parcs à karité. Il est question au cours de cette session de formation de permettre aux acteurs scientifiques, gouvernementaux et communautaires d'interpréter ces scénarios. Alors, nos attentes est que, effectivement, cet atelier puisse davantage permettre à l'ensemble des participants de savoir que les changements climatiques peuvent les permettre de pouvoir avoir des opportunités pour pouvoir vivre. Et ce n'est pas une fatalité comme j'ai toujours l'habitude de le dire. Chacun devra attraper le bon bout et je pense que c'est dans ça que nous devrons pouvoir essayer d'utiliser ou de prospecter toutes les pistes de sortie possibles pour nous permettre de pouvoir mieux vivre dans ce contexte de changement climatique. Donc voilà l'importance effectivement de cet atelier. Les scénarios climatiques ont été élaborés dans le cadre du projet Résilience Karité. Mis en œuvre par le Centre d'études et de coopération internationale CECI, ce projet vise à améliorer la résilience et la gestion durable des parcs à karité. 10 500 femmes bénéficient de façon indirecte des appuis du projet. Alors le projet a deux composantes. La première composante, l'objet vraiment de l'atelier d'aujourd'hui, c'est de travailler sur les scénarios climatiques. Comment est-ce que dans 50 ans, dans 90 ans, le karité sera et quelles sont les mesures qu'il faut prendre pour permettre au karité d'être toujours là et de contribuer au développement économique des femmes et du Burkina de façon globale. Et la deuxième composante, ce sont des alternatives qui sont développées face au bois énergie. Quelles alternatives peuvent être développées? Donc il y a par exemple la recherche qui a permis de mettre en place le biochar, qui est issu des résidus de la production de beurre de karité. Il y a également d'autres types d'activités qui permettent aux femmes de suivre les pieds de karité et de permettre à ces pieds-là de se développer très rapidement. Le projet Résilience Karité intervient dans deux régions du Burkina Faso, que sont le centre-ouest et les hauts-bassins. Démarré en 2018, il prend fin en juin 2021. Gros plan ce soir sur un homme qualifié d'icône du sport dans la ville de Koupela. Il s'appelle Joseph Zougmouré, handicapé physique mais très passionné et déterminé dans le domaine du cyclisme. Pour lui, le handicap est loin d'être une fatalité. C'est ce qu'il tente de démontrer depuis plusieurs décennies sans rien attendre en retour. Son parcours avec Madi Zongo. Joseph Zougmouré, dit Joseph Koutou, est incontournable dans le monde du sport et singulièrement du cyclisme à Koupela. Handicapé physique depuis l'âge de 3 ans, il est arrivé dans la petite reine en 1982 grâce à Mandé Yao, un ancien cycliste. C'est lui, et comme je suis handicapé, il était un apprenti soudeur au centre des handicapés. Donc il m'a approché, m'a dit en tout cas si je peux l'aider parce que les autres là, ils aiment mais ils n'approchent pas carrément comme ça. Et vu
Le responsable du centre des handicapés, c'était mon ami, Capolet Albert. Albert a dit, en tout cas, si tu peux nous aider, c'est bon. Depuis 82. Joseph Zougoumoré a fait ses armes au Vélo Club avant de créer Naba Sapilma en 2010. J'ai d'abord commencé par être secrétaire à l'organisation. Et après, vice-président. Et maintenant, je suis président. Et j'étais président du Vélo Club. J'ai laissé le Vélo Club en 2000. Et en 2010, nous avons créé le club Naba Sapilma. À 60 ans, Joseph Zougoumoré a passé les 2/3 de sa vie au service de la petite reine. Les plus talentueux de ces coureurs sont venus faire les beaux jours des clubs de Ouagadougou. Quand j'étais au Vélo Club, je sais que vous connaissez Yacouba Yamouego, il y a Arnaud, et ça c'est le Vélo Club. Le Naba Sapilma, il y a 2 coureurs qui sont en 2010. Il y a 2 coureurs, il y a Zougoumoré Pierre, et puis il y a Rawende Michael. Ils sont à Bessel. Tailleur de profession et gestionnaire de parking, il dit ne bénéficier d'aucun soutien de la part des autorités locales, encore moins de sponsors. La volonté de faire du cyclisme est alors sa base de recrutement. Moi, j'ai reçu 100 000 en 2015. Jusqu'à présent, là. 100 000 en 2015. Ça, c'est l'Amérique qui nous a donné. C'est celui qui a la volonté, il vient. Michael Rawende, il a la volonté. Il est venu me voir, il m'a dit, en tout cas, lui, il veut faire le cyclisme. J'ai dit, mais est-ce que tu peux? Il dit, il n'y a pas de problème. J'ai dit, bon, moi, je n'ai pas les moyens. Nous, on ne paie pas les coureurs. Et même les vélos, là, on s'est débrouillé pour les parer. Donc, il m'a aidé, on allait parer son vélo. Il a commencé. Michael a commencé avec le même vélo. Et ça a marché. Joseph Koutou n'hésite pas à priver ses propres enfants de leurs besoins pour servir le cyclisme. Voici ce qu'il répond quand on lui demande ce qu'il gagne. Il y a un de mes fils qui m'a demandé ça. Il m'a demandé l'argent. Je n'avais pas beaucoup d'argent pour lui. Il y a un coureur qui est venu m'exposer son problème. Non, j'ai réglé le problème. Après, il m'a demandé, est-ce que s'il me demande, je ne vais pas faire bagage? Je ne vais pas faire bagage, pourquoi? Mais qu'est-ce que je gagne dans le cyclisme? J'ai dit, petit, le cyclisme, là, j'aime le cyclisme. Et avec le cyclisme, j'ai des rapports. Je connais beaucoup de gens. Et comme je ne fais pas la politique, tu veux que je fasse quoi? Il faut faire quelque chose. Lucien Sanuidi connaît Joseph Zougoumoré de longue date. Pour lui, il est une icône du sport à Coupéla. Joseph, je sais qu'on a travaillé pendant longtemps ensemble, mais deux fois, quand il te dit, menez telle activité, vous refusez, il se met de côté, il vous regarde. Et le résultat, c'est ce qu'il avait dit là que vous allez aboutir. Parce que je me rappelle qu'il m'a parlé de beaucoup de choses dans le domaine du sport. Quand cette même équipe-là est descendue en D2, et le bureau avait presque démissionné, et nous, on a pris la relève. Moi, j'étais avec lui, on a travaillé plus de 5 ans ensemble pour que l'équipe-là ne descende pas en 3e division. Et je connais qui est ce monsieur. Pour Alassane Dewangrawa, ancien président de la Fédération burkinabé de cyclisme et patron du RCK, on ne saurait parler des dirigeants du cyclisme au Burkina sans citer Joseph Zougoumoré. Nous ne pouvons pas parler des dirigeants sans ne pas citer Zougoumoré. Il a ça dans son sang. Et pas de ça, mais il vit avec. C'est vrai qu'il ne peut pas pédaler le vélo, mais il sait, il connaît le vélo. Il inculque ce qu'il a à ces jeunes sportifs. Le bel exemple de Jo Koutou est la preuve que le handicap n'est pas une fatalité. Dans le reste de l'actualité à l'international, le Sud-Africain Patrice Motsepe a été élu ce vendredi à la tête de la Confédération africaine de football pour la période 2021-2025. C'est donc ce prospère homme d'affaires jusque-là peu connu dans le monde footballistique qui aura la lourde mission de redresser la CAF, secouée par des scandales de corruption entre autres. Jour de gloire pour Patrice Motsepe. Le milliardaire sud-africain a été élu président de la Confédération africaine de football après des accords négociés en coulisses avec ses 3 challengers. Une désignation confirmée par l'acclamation des officiels de la CAF. C'est pour moi aujourd'hui un véritable plaisir d'être ici à Rabat, au Maroc, avec vous pour ce 43e congrès
de la Confédération africaine de football. Et j'aimerais tout d'abord remercier nos hôtes, la Fédération royale marocaine de football. On m'a juste demandé d'exprimer ma gratitude très rapidement et d'aller m'asseoir. Plus tard, je ferai quelques brèves remarques. À 59 ans, le propriétaire des Mamelodi Sundowns de Pretoria est désormais chargé de redresser la Confédération africaine. Fin de ce journal. Merci à tous de l'avoir suivi. À vous qui nous faites confiance depuis Ourgou, Madega, dans le Britanga, soyez en remerciés. À demain pour d'autres actualités. Bonsoir.